20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. L'arrêt temporaire de production de cartes d'identité nationale, une mesure du ministère de l'Intérieur qui dérange de nombreux citoyens. Privés du sésame, il leur est impossible de voyager et d'accomplir certaines transactions. Vous les entendrez dans ce journal. La production de cartes d'identité nationale suspendue. En revanche, bientôt le lancement de la carte biométrique CEDEAO. La cérémonie prévue le 4 octobre prochain sera présidée par le chef de l'État. Dans cette édition, tous les détails sur ce précieux sésame. Kourou, des conducteurs de bus Tata, ils se disent exploités par leurs employeurs et victimes de licenciements abusifs. Si rien n'est fait pour améliorer leur sort, ils n'excluent pas de déclencher un mouvement d'humeur dans les prochains jours. La commune de Ngor met fin à l'occupation anarchique de la chaussée. Désormais, tout automobiliste enfreignant les règles de stationnement devra s'acquitter d'une amende. La mesure déjà effective avec des sabots accrochés aux pneus des véhicules agace les concernés. Ce 28 septembre, journée mondiale de la rage, à Sédhiou, les populations profitent de la célébration de cette journée pour aborder la problématique des chiens errants. Et puis, l'invité du 20h, il s'agit de Mohamed Chérif Ferjani, islamologue. Il est interrogé par Mamadou Ibrakan, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Vous l'annoncez donc en titre, la suspension momentanée de la production de cartes d'identité embarrasse les Sénégalais. Nombreux sont ceux qui s'en sont plaints au micro de nos reporters et pour cause, impossible pour eux de voyager, d'envoyer ou de recevoir de l'argent, encore moins de procéder à des déclarations de naissance de leurs enfants. Tous espèrent pour bientôt un retour à la normale. Fatima Taba, Tierno Laurent Mendy pour les détails. Yatma Dieye est sans pièce d'identité depuis plus d'un mois. Aujourd'hui, il est confronté à un sérieux problème. J'ai perdu ma pièce d'identité et là, ma femme a accouché. Je ne peux même pas déclarer ma fille à la mairie. La nuit, je n'ose pas sortir par peur de tomber sur les policiers. Tout cela parce que je n'ai plus ma pièce d'identité. La décision du ministère de l'Intérieur de suspendre momentanément la production de cartes nationales d'identité ne l'enchante nullement. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Le ministère de l'Intérieur, je pense que le ministère doit se donner les moyens de sa politique. Suspendre la production parce qu'on doit mettre en place des équipements pour la production des cartes biométriques, ce n'est pas normal. Mon frère a perdu sa pièce d'identité. Il vit un véritable calvaire. Suspendre la production des cartes d'identité n'est pas une bonne idée pour nous, d'abord pour les citoyens, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on peut, par exemple nous les élèves, on peut pas, si par exemple on veut s'inscrire dans des écoles de formation, on pourra pas, ou bien faire des concours généraux par exemple, on ne pourra pas le passer. La décision prise, Saliou, étudiant, espère que cette suspension ne durera pas plus d'un mois. Il ne faut pas que ça dure 2 mois, parce que ça ne nous arrange pas. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si tu n'as pas la carte d'identité, si tu sors la nuit, par exemple vers minuit comme ça, pour acheter quelque chose, on pourra t'arrêter, par exemple, parce que tu n'as pas de carte d'identité, quoi. Le ministère de l'Intérieur dit mettre en place des équipements pour la production de nouvelles cartes d'identité biométrique de la CEDEAO ainsi que la refonte partielle des listes électorales. Et puis parlant de carte d'identité, sachez que la nouvelle carte biométrique CEDEAO sera lancée ce mardi par le chef de l'État. À puce électronique, le sésame va permettre de circuler dans l'espace ouest africain et servira également de carte d'électeur. Autre particularité, le citoyen a la possibilité, grâce à cette carte, de choisir son lieu de vote. Pape Faraning et Younous Diatta. Voici la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO. Une carte à puce électronique multifonctionnelle. Elle sert de carte d'électeur, de document de circulation. Le lancement est prévu ce mardi. Elle va servir également de carte de séjour aux ressortissants de la CEDEAO dans l'espace CEDEAO. Mais l'innovation majeure, c'est que c'est une carte qui répond à un saut technologique qui fait que cette carte est une carte à puce qui peut donc contenir beaucoup d'informations au-delà des informations textuelles qui sont sur la carte.
Cette nouvelle carte va permettre la refonte du fichier électoral. Le ministère promet de tout faire pour le respect du calendrier électoral. Pour instruire les demandes de carte d'identité aux citoyens sénégalais qui ne sont pas concernés par la question électorale. Et les Sénégalais qui ont 18 ans mais qui ne souhaitent pas s'inscrire sur le fichier électoral. Pour dire donc que les commissions administratives ne recevront que les Sénégalais qui souhaitent confirmer leur caractère d'électeur ou qui ont l'âge électoral, qui ne s'étaient jamais inscrits et qui souhaitent s'inscrire donc dans le cadre de cette opération. L'innovation, on peut s'inscrire où on veut et opter pour son lieu de vote. Offre la possibilité aux Sénégalais où qu'ils se trouvent d'aller vers une commission administrative, même si ce n'est pas la commission de leur localité, pour demander à être inscrits et indiquer qu'ils voteront dans une autre localité. Si par exemple une commission est à Anne pendant que vous êtes à Anne alors que vous habitez Saint-Louis, vous pouvez aller vers cette commission pour vous faire inscrire, mais il faudra que vous prouviez votre appartenance à Saint-Louis en tant qu'électeur. Une semaine après le démarrage à Dakar, les régions les plus proches de la capitale seront servies. Pour la diaspora, les commissions seront installées à partir du mois de janvier 2017. À présent, les images choc de cette voiture de cette place qui a quitté Ziguinchor pour Dakar et qui a terminé sa course en heurtant un camion à hauteur de Bunkiling Kenyoto. Bilan, 7 morts, dont 2 enfants. L'accident s'est produit ce matin vers 7 h. Les images sont signées Salasam, le commentaire Bakary Conté. Un véhicule 7 places a terminé sa course sur un camion berlier stationné à Bunkiling Kenyoto. Bilan, 7 morts, 2 blessés dont le chauffeur. J'étais avec un ami Abdurrahman Sissé. Un véhicule 7 places descendait de la montagne en pleine vitesse. J'ai dit à mon ami, cette voiture risque d'avoir des problèmes quand elle arrive sur le dos d'âne. C'est le cas, elle a dérapé quelques instants après. Alors j'ai pris ma moto pour faire sortir les corps. 3 d'abord, les autres ont été coincés. Le chauffeur a heurté un camion. Les populations et autorités locales déplorent le comportement de certains chauffeurs. Vitesse bi waaw ak yakamte ak jigilante ci bag bi waaw loolu rek moo indi accident yi waaw def nañu fii ay doodaan mais loolu taxul chauffeur yi ba tey ñu continuer di daw du leen neex rek. Aujourd'hui nous avons vu que cette place là qui s'empressait pour aller se rendre vers Dakar, il paraîtrait qu'il y avait 2 véhicules qui se roulaient en vive allure et qui a trouvé une benne qui était à côté et qui a heurté cette benne-là, faisant état de 7 morts que nous regrettons tous. Vraiment, nous demandons aux chauffeurs d'avoir un comportement décent. Parce qu'aujourd'hui, c'est des pertes de vie humaines. C'est des responsables de famille, c'est des soutiens de famille qui transportent. Donc je pense qu'au moins il faut qu'au moins qu'on s'entraide, qu'il y ait une code de conduite avec les chauffeurs là. Sinon, ça peut dégénérer. Les populations demandent à l'État de revoir la délivrance des permis de conduire. Parlons à présent de cette importante saisie de produits alimentaires périmés. Le service de commerce intérieur de Pikine a saisi une trentaine de tonnes de pommes de terre pourries. Comme vous le voyez sur ces images, la marchandise commençait à être écoulée par son propriétaire. Ce dernier est entendu pour les besoins de l'enquête. Le mis en cause avoue avoir acheté le sac de pommes de terre à 1500 francs CFA et comptait le revendre à 2000 francs. Actuellement, le sac de pommes de terre s'échange à 9000 francs CFA sur le marché. L'accusé risque une lourde amende. Grogne des conducteurs de bus Tata. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, 15 heures par jour pour 100 000 francs plutôt par mois, un salaire qu'ils jugent dérisoire par rapport à la charge de travail qu'ils exercent. À cela s'ajoutent des licenciements jugés abusifs par ces travailleurs qui menacent de durcir le ton si les autorités n'interviennent pas. Fatidien et Tcherno Laurent Mendy se sont rendus au terminus de Diamalaï. Reportage. Ils sont conducteurs et receveurs de bus Tata, 13 heures au terminus de Diamalaï. Alassane Diop, un habitué des lieux, tous les matins, il quitte Yeumbeul très tôt pour venir travailler. Nous sommes 5 heures du matin.
Nous travaillons de 5 h du matin à 23 h. Ce n'est vraiment pas facile. Après la journée, nous laissons le véhicule ici pour rentrer à la maison avec nos propres moyens. Nous rencontrons d'énormes problèmes en rentrant. Des conditions de travail inhumaines, la situation qu'ils dénoncent, une situation qui n'a que trop duré selon eux. Ils avaient dit qu'il y aurait 2 brigades, une le matin et une autre le soir. Pour les salaires aussi, ils nous avaient proposé plus de 170 000 francs. Ils n'ont pas respecté leur engagement et là on se retrouve avec moins de 100 000 francs pour 15 heures de travail par jour. Dénoncer les difficiles conditions de travail, une chose pas du tout aisée, Alassane en a payé les frais. Il parle de licenciement abusif. L'itinéraire pose problème. Certains quartiers sont devenus un danger pour nous. Et si on le dénonce, on est renvoyé. Pour mon cas, mon employeur croit que je monte certains travailleurs contre lui. Il m'a renvoyé à moins de 3 jours de la Tabaski sans même me payer mes droits. Ces travailleurs en veulent à leur employeur. Ils souhaitent même l'intervention des autorités. Parlons à présent du 2SO, le syndicat de la santé et de l'action unitaire qui entame son 2e plan d'action. Une grève de 48 heures à partir de demain, 29 septembre. Sur toute l'étendue du territoire national, le service minimum sera tout de même assuré. Dr Boli Diop et ses camarades exigent l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Kinedem et Khalil Ndiaye. Il y a des problèmes pour lesquels, et c'est le Premier ministre qui nous l'a dit, il n'y a que le président de la République qui peut apporter des solutions pour ces problèmes. Je vais les citer. Le premier problème, c'est par rapport au dysfonctionnement de l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir qu'il y a des personnels qui sont dans les communes, qui travaillent et qui, à la fin du mois, ne sont pas sûrs d'avoir leur salaire. Et même encore, ils sont dans ces communes en train de travailler et ils ont perdu leurs droits. Le deuxième problème qui nous tient à cœur et qu'on l'a dit, c'est le même gouvernement qui nous avait dit que maximum en fin décembre 2014, le problème de rémunération des médecins sera réglé. Vous êtes au courant que du jour au lendemain, les structures peuvent en tout cas être privées de cours d'électricité ou d'eau. Ça, c'est un état de fait que nous, en tout cas, nous déplorons. En ce qui concerne le ministère de la fonction publique, le Premier ministre avait donné instruction pour que la commission de recrutement puisse être mise en place au plus tard au mois de juin et que le recrutement puisse se faire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu cette commission. Dans le secteur de la santé, il n'y a pas eu de recrutement, alors que c'était prévu depuis le début de l'année 2016. Du nouveau, dans la commune de Ngor, une brigade de mobile pour réguler le stationnement des véhicules. Les automobilistes garés au mauvais endroit devront désormais s'acquitter d'une amende journalière de 6 000 francs CFA. Et depuis que cette mesure est effective, des agents municipaux veillent en permanence à son application. Alphaba est adjoint au maire de la commune de Ngor. Il nous en dit plus au micro de Maïmouna Ndiaye et Tcherno Laurent Mendy. C'est un arrêté qui a été établi par le préfet de Dakar pour un souci de renforcer la sécurité sur cette route-là. Alors, les autorités ont jugé nécessaire de faire paraître cet arrêté-là en interdisant le stationnement sur la chaussée, alors tout le long de cette route. Bon, nous, bien entendu, la commune de Ngor, dans un souci d'appliquer cet arrêté, on a mis en place par convention avec une association, un service de sabot. Donc, ce qui fait que depuis bientôt 2 à 3 jours, alors toutes les voitures qui stationnent sur la chaussée, le long de cette route-là, alors se va appliquer le sabot, moyennant après une somme que les propriétaires devront payer. 6 000 francs par voiture. Épreuve de ce que vous venez d'entendre, plusieurs sabots ont été accrochés aux pneus des véhicules stationnés sur la chaussée, toujours dans la commune de Ngor, une sanction qui bien entendu indispose la plupart des automobilistes rencontrés. Toutefois, certains d'entre eux admettent que cette mesure est salutaire. Fatidien, Tcherno Laurent Mendy. Un pick-up rempli de sabots circule sur les 2 voies des Almadies. L'agent Gueye est le chef de l'équipe de ce matin. Face à la caméra, pas de déclaration. Mais je ne suis pas là pour ça.
Les agents n'ont pas le temps. Leur mission, poser des sabots sur des véhicules garés sur la chaussée. Les gens ils peuvent stationner, ils peuvent arrêter, mais il y a un temps pour chaque chose, quoi. Frédéric est surpris. À peine 10 minutes dans sa banque, il se retrouve avec un sabot à sa sortie. Ici, on ne peut pas se garer, il n'y a pas moyen de se garer. Apparemment, il y a un parking, mais qui est à 2 km là-bas. Je ne peux pas venir ici à pied, donc comment faire? On fait quoi? On va trouver d'autres commerçants ailleurs alors? Le gars qui vient poser les sabots aussi, il doit s'enquérir du temps d'arrêt de la voiture. Une voiture qui est là juste pour 5 minutes, on peut être un peu tolérant et un peu flexible. Un parking est aménagé certes par la commune de Ngor, mais les automobilistes ont une autre proposition. Qu'on puisse aménager des trottoirs plus bas pour qu'on puisse se garer dans cette rue, parce que c'est une rue commerçante. Et habituellement, si on fait des choses comme ça, c'est qu'on a mis des parkings en place, ou alors on met en France des systèmes de disques, où on met l'heure à laquelle on est arrivé et on a un certain temps pour partir. C'est pas la question de l'amende, c'est la question que je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller pour payer ça, on perd du temps. La mesure est effective depuis la semaine dernière. Ce matin, les véhicules immobilisés sont nombreux. Certains propriétaires préfèrent prendre un taxi, mais une mise en fourrière sous 48 heures est mentionnée sur la note remise aux concernés. Je ne sais pas pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Je vais prendre un taxi, je vais faire d'abord ce que j'ai à faire et ça on verra ça plus tard. Journée mondiale de la rage célébrée ce 28 septembre, un prétexte saisi par nos correspondants à Sédhiou pour nous intéresser à la situation des chiens errants dans la région du Sud. Ces derniers pourchassent les habitants toute la journée durant. Récemment, un clabot a même mordu près de 7 personnes. Un problème donc très sérieux pour la mairie qui, de son côté, affirme faire de son mieux en organisant des opérations d'abattage de chiens. Bakary Conté, Salassambe pour les détails. Des chiens errants partout dans les différentes rues de Sédhiou, une inquiétude totale chez les populations. D'ailleurs, un chien a mordu 7 personnes le même jour avant d'être abattu par les populations. Ce n'est pas une fois, 2 fois. La première fois, j'ai quitté Lama pour aller dans la ville. Ils m'ont poursuivi. Je me suis arrêté avec ma moto, prendre des pierres, jeter sur eux, ils ont couru. La deuxième fois, je partais à la mosquée, à l'aube. Ils m'ont poursuivi, mais heureusement, moi, si je sors chez moi pour la mosquée, toujours, je garde un gourret. C'était à ma présence au terrain, plus particulièrement et puis c'est un enseignant. Là même, j'ai vu, il a mordu, je crois, 2 ou 3 fois. Le troisième âge a du mal à rejoindre les mosquées pendant les prières de l'aube. Absolument, il y en a beaucoup. Et les chiens, là, à partir de minuit, souvent, ils sortent en masse, quoi, et souvent, ils sont même agressifs. Là, je crois que les autorités doivent prendre les mesures, vraiment les éradiquer, pour les tuer. Surtout les vieux, souvent qui se lèvent le matin de bonne heure, après 5 heures du matin, là, pour aller prier à la mosquée. Souvent, ils ont des difficultés, surtout les vieilles mamans ont beaucoup de difficultés. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Les chiens nous poursuivent. Nous sommes très inquiets. Ils sont très nombreux. On a même peur. Ils nous poursuivent. Interpellés sur la question, les autorités locales déclarent. En fait, en réalité, parfois il y a beaucoup de chiens errants. Pour sécuriser nos populations, nous sommes obligés d'aller en compagnie avec le service de l'élevage, trouver des moyens pour essayer de circonscrire ce phénomène. Les populations demandent à la mairie et le service de l'élevage de réagir le plus rapidement possible. Lutte contre la pauvreté en Afrique, l'UEMOA s'engage et développe le concept de l'inclusion financière. Objectif, parvenir à ce que les populations africaines démunies puissent avoir un meilleur accès aux services financiers. Tous les États de l'Afrique de l'Ouest sont concernés à travers une politique de stratégie régionale érigée pour mettre fin à l'exclusion financière. Les détails avec Fatou Bintou Conté et Léa Niafuna. Pour lutter contre la pauvreté, les pays de l'UEMOA, à travers l'inclusion financière, ont mis en place un ensemble de dispositifs. Elle a pour but d'élargir l'accès des produits et services financiers abordables pour les populations exclues du circuit bancaire. L'inclusion financière a été voulue par les États, comme vous l'avez indiqué,
et porté à la réflexion de la BCEAO avec l'ensemble des acteurs du secteur, que ce soit les banques, les institutions de microfinance, les établissements de monnaie électronique, mais vraiment l'ensemble des acteurs qui concourent aux services financiers justement pour l'accès, pour permettre un accès plus important des populations. Cette inclusion financière peut avoir un impact majeur sur les populations dans la mesure où l'accès au crédit devient plus facile avec les systèmes de microfinance. Si vous n'avez pas de financement, si vous n'avez pas accès à ces services financiers, vous ne pouvez pas développer vos activités, que ce soit des activités personnelles pour gérer sa maison, pour avoir des crédits, avoir des opportunités d'accroître vos activités génératrices de revenus. Il vous faut nécessairement avoir accès à un service financier. Ainsi, une rencontre avec la BCEAO pour déployer une stratégie régionale d'inclusion financière a été organisée ce mercredi dans le but de proposer un cadre de référence. Nous avons pensé regrouper autour de la Banque centrale l'ensemble des acteurs potentiels comme des acteurs directs, pour justement leur porter l'information que cette stratégie existe déjà, qu'elle a été adoptée par nos États et surtout qu'elle va être mise en œuvre dans un horizon bien précis allant de 2016 à 2020. Ce document cadre demeure une feuille de route pour toute initiative destinée à améliorer l'accès des populations aux services financiers. Et puis, dans le même registre, mais cette fois-ci au plan national, lancement de sunubudget.sn, une plateforme mise en place pour garantir un accès plus facile des citoyens aux informations budgétaires. Enda 3D, qui est l'initiateur de ce programme, a regroupé différents acteurs. C'est au cours d'un séminaire. Dissa Prera, Petit-Ndoye pour le compte-rendu. Savoir c'est quoi un budget, comprendre son élaboration, son fonctionnement, mais aussi les procédures budgétaires, c'est ce que Sunu Projet se propose de faire au regard des nouveaux enjeux auxquels le Sénégal fait face. La transparence dans la gestion des ressources devient une nécessité. L'État fait certes des efforts en matière de transparence budgétaire, mais que notre action peut venir compléter celle de l'État. C'est pourquoi nous avons pensé utiliser des formats assez simples, un langage accessible, pour que les citoyens lambda puissent être dans ce débat qui est posé aujourd'hui. Le débat posé aujourd'hui, c'est un débat de plus de transparence dans la question des ressources naturelles, financières et budgétaires. Il sera de plus en plus posé maintenant qu'on a découvert le pétrole et le gaz. C'est pourquoi l'information doit être une information juste, claire et accessible pour les citoyens. Un meilleur accès à l'information pour tous les citoyens et dans toutes les régions du pays. L'objectif est de faire en sorte que les populations elles-mêmes s'approprient l'instrument budgétaire, mais aussi leur permettre d'ouvrir un dialogue multi-acteurs sur les pistes de coproduction du budget citoyen de 2017. Pour nous, c'est le côté de citoyenneté, c'est pas citoyenneté, mais des citoyens qui n'ont pas l'accès juste parce que c'est ici au Dakar où le budget est, comment dit-on, construire. Et c'est difficile pour les citoyens d'avoir cet accès. Donc, ce que l'ONG 3D fait, c'est de donner les citoyens les informations à travers l'Internet. Ou bien il y aura les petits échanges entre les citoyens et les ONG, la société civile, pour mieux comprendre. Donc, c'est juste pour aider les citoyens d'avoir les mêmes informations que tout le monde, surtout ce que le gouvernement fait ici. Au-delà de l'accès facile des citoyens aux informations du budget, le programme USAID sur le budget veut aussi pousser l'État du Sénégal à se rapprocher davantage des standards internationaux en matière de budget ouvert. Et vous avez sans doute dû rectifier par vous-même Sunubudget, donc une plateforme lancée par l'ONG 3D et non Enda. Rebondissement dans le dossier qui concerne cet incendie survenu dans un immeuble de la capitale parisienne. Vous vous en souvenez certainement, 4 de nos compatriotes y avaient perdu la vie. Eh bien, 1 an après le sinistre coup de théâtre, le suspect arrêté et jugé pour les faits a été finalement libéré et pour cause, la police judiciaire parisienne vient de mettre la main sur un autre homme âgé de 20 ans et ancien locataire des lieux. Le nouveau suspect aurait avoué être l'auteur de l'incendie. Les détails avec Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris.
Nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Après avoir passé plus de 65 ans au devant de la scène politique israélienne, Shimon Peres tire sa révérence. L'ancien homme fort de Tel Aviv est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Fervent partisan du dialogue avec la Palestine, le prix Nobel de la paix s'est éteint à l'âge de 93 ans. Fatou Kinedem nous dresse son portrait. Entré en politique à 25 ans grâce à David Ben Gourion, le fondateur de l'État hébreu, avec une carrière politique difficile, Shimon Peres avait du mal à décrocher une majorité lors des législatives de 1977, 1981, 1984, 1988 et 1996. Mais à chaque fois, il s'était relevé. Il avait exercé de nombreuses fonctions ministérielles, 2 fois chef du gouvernement israélien de 1984 à 1986 et de 1995 à 1996, ministre des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances, de l'Information, des Transports ou encore de l'Intégration. Shimon Peres devient président de 2007 à 2014. Il a su restaurer la dignité en Israël après l'affaire Moshe Katsav, son prédécesseur condamné et emprisonné pour viol. Il a été présent sur le devant de la scène politique pendant plus de 65 ans. Le fait marquant de sa carrière fut la signature des accords d'Oslo en 1993, pour laquelle il obtient le prix Nobel de la paix. Il n'a pas accompli son rêve, la réalisation d'un État palestinien. Il n'y a pas d'alternative à la paix. Faire la guerre n'a pas de sens, disait-il en 2013. Le processus de paix a un objectif clair, avoir un État juif appelé Israël et un État arabe appelé Palestine qui ne combattraient pas, mais vivraient ensemble dans l'amitié et la coopération. De son vrai nom, Shimon Persky, Shimon Peres est né en 1923 dans un bourg polonais qui porte actuellement le nom de Vishnieva au Bélarus. En 1934, ses parents se sont rendus en Israël, encore appelé Palestine à l'époque. Shimon Peres était l'ultime représentant d'une génération de dirigeants qui ont fait leurs premières armes au moment de la création d'Israël. Il meurt à l'âge de 93 ans suite à un accident vasculaire cérébral. Bonne transition pour aborder la page internationale de cette édition. Elle se décline en 4 titres avec l'inauguration du musée de l'histoire Smithsonian, le musée de l'histoire afro-américain à Washington, les affrontements entre armées de régions différentes de Somalie, bilan 17 soldats tués, la démission du président des Seychelles, mais d'abord les menaces de grève des fonctionnaires tchadiens. Le récit est signé Daniel Diouf. L'État tchadien a décidé de réduire de 80% les indemnités des fonctionnaires pour une période n'excédant pas 18 mois. Pour les syndicats, il n'y a aucun doute, c'est une déclaration de guerre du gouvernement. Ils dénoncent la procédure choisie par le gouvernement qui n'a pas daigné les consulter au préalable. Les fonctionnaires tchadiens menacent d'aller en grève, des menaces lourdes de conséquences pour le Tchad alors que le système éducatif est déjà sous tension. La mesure fait partie d'une série de 16 autres mises en place pour faire face à la crise économique et financière que traverse le pays. La tension est montée d'un cran dans le nord de la Somalie où des affrontements meurtriers entre soldats de 2 régions semi-autonomes ont fait au moins 17 morts des soldats dans la nuit de mardi à mercredi. Ces violences opposaient les armées de 2 régions divisées par de fortes rivalités et minées par une guerre civile qui a démarré en 1991. Aux Seychelles, le président a annoncé sa démission ce mardi. Son nom, James Michel, sur ces images. La décision prendra effet à compter du 16 octobre prochain. Cette annonce fait suite à la défaite du parti présidentiel aux législatives de septembre dernier. James Michel sera remplacé par son vice-président qui mènera au terme son mandat de 5 ans. James Michel est au pouvoir depuis 2004, il est âgé de 72 ans. Terminons par ces images du premier musée sur l'histoire africaine-américaine, inauguré samedi à Washington par le président américain Barack Obama. Un musée pour redonner toute sa place à la contribution des Afro-Américains dans l'histoire des États-Unis, dans ses épisodes les plus sombres comme les plus glorieux, esclavage, ségrégation, lutte pour les droits civiques, tout cela et bien plus encore, raconté à travers 3000 objets.
Et une brève, elle concerne le football dans cette page des sports. C'est pour parler de Sadio Mané qui éblouit Liverpool FC et la première ligue anglaise avec ses 3 buts et une passe décisive en 6 journées. L'international sénégalais a été élu par les supporters meilleur joueur du championnat anglais pour les mois d'août et septembre. Selon le site internet de Sky Sports, Mané a récolté 49% des suffrages, 78 000 votes et devance le Belge Kevin De Bruyne et le Français Etienne Capoue. Voilà qui met fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et tout de suite, je passe la parole à Chérif pour la suite. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah Cissé et merci beaucoup pour toutes ces informations. Restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans un instant, l'invité du 20h avec Mamadou Barakane. Mesdames, Messieurs, rebonsoir et merci de vous informer sur TFM. Terroriste ici, combattant de la liberté ailleurs. Quelle définition donner à ce mot qui hante le sommeil de beaucoup? En tout cas, c'est l'un des thèmes qui seront discutés ce soir dans l'invité du 20h. Mamadou Barakane, bonsoir. Vous êtes avec le professeur et islamologue Mohamed Cherif Ferjani. Bonsoir Chérif, la politique, la religion, le terrorisme, des sujets au menu de notre entretien de ce soir.